les personnes qui sont connectées, on va attendre quelques petites minutes avant de débuter. Laissez le temps à tout le monde de se connecter à la session. Merci. Donc, nous allons débuter la session. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier pour membres, justice pour les employés et le personnel LGBTQ2+, en recherche d'emploi, présentation par Fierté au Travail Canada. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas notre organisme, donc grâce au dialogue, à l'éducation et au leadership éclairé, Fierté au Travail Canada permet aux employeurs de créer des lieux de travail qui célèbrent tous les employés, sans égard à l'expression de genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Nous contribuons à créer des espaces de travail plus sûrs et plus inclusifs qui réalisent le plein potentiel de tous les employés et éliminent les obstacles à l'emploi. Nos événements d'apprentissage, de réseautage et communautaires se déroulent à travers le pays, célébrant et mettant en relation les employeurs canadiens les plus inclusifs. Donc, on parle ici de plus de 190 partenaires nationaux, régionaux et communautaires, des événements partout au Canada. On avait plusieurs événements en présentiel avant la pandémie qui se déroulaient dans plusieurs grandes villes canadiennes. Maintenant, notre contenu est principalement en ligne, mais on espère revenir aux événements en présentiel dans les prochains mois. Recherche, études comparatives et publications, et bien entendu, impliquer les communautés LGBTQ2+, et les professionnels des ressources humaines, diversité. Donc, je vais me présenter. Mon nom est Florence Gagnon, j'utilise les pronoms elle, la. Je suis assistante de programmation pour Fierté au Travail Canada depuis maintenant près de 2 ans. Je fais autre chose aussi. En même temps, il y a d'autres personnes qui peuvent me connaître pour d'autres projets incluant le magazine LSTW, la série Féminin. J'ai aussi fondé les soirées lesbiennes Où sont les femmes et j'ai été membre du conseil d'administration de Fierté Montréal de 2013 à 2015. Donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un webinaire qui fait partie d'une série d'ateliers pour membres de Fierté au Travail Canada. Ce sont des séances axées sur des discussions pratiques pour répondre aux besoins de vous, les partenaires. Les séances sont ouvertes à tous nos partenaires, qu'ils soient régionaux ou nationaux, également à nos partenaires communautaires. La séance d'aujourd'hui va porter sur un survol de l'histoire de nos communautés, parce qu'on pourrait nécessairement faire plusieurs webinaires à propos de l'histoire. Aussi, on va traiter de victoire juridique, le lien ici avec la justice, et on aura une étude de cas bien précise qui va nous permettre de partager des recommandations pour rendre les lieux de travail plus inclusifs. On a réservé du temps dans la session d'aujourd'hui, à la fin de la présentation, pour répondre aux questions. On ne pourra certainement pas répondre à toutes les questions qui sont reliées à d'autres sujets. Donc, on va vraiment se concentrer sur les questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Par contre, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les adresser à info@commercial.pride@work.ca ou consulter notre site web pour d'autres prochaines activités, incluant des webinaires, des tables rondes, pour voir s'il y a une session qui traiterait de sujets qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site web sur la page événements. Il y a un calendrier avec tous les événements à venir. J'aimerais commencer aujourd'hui en reconnaissant que je suis située en territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. Donc, Tiohtià:ke, Montréal, où je me situe présentement, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement de nombreuses Premières Nations. Chez Fierté au Travail, on travaille sur des territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Ça comprend les peuples autochtones bispirituels et LGBTQ. Je vais en parler un peu plus loin dans la présentation. On reconnaît qu'il existe de multiples obstacles qui empêchent les personnes autochtones bispirituelles et LGBTQ d'accéder à un emploi significatif, positif et inclusif.
dans notre travail, on cherche à réduire ces obstacles et on est ouvert aux commentaires des employeurs et des personnes autochtones, bispirituelles et LGBTQ qui se cherchent un emploi pour les aider à ce que ceci devienne une réalité. Donc, l'ordre du jour de la session. La session d'aujourd'hui va être divisée en 3 catégories. Donc, 3 moments, il va y avoir l'histoire de nos communautés, il va y avoir les victoires juridiques et les impacts sur les milieux de travail, dont l'étude de cas de la purge LGBT. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser la salle de clavardage. Donc, c'est un webinaire Zoom. Les participants n'ont pas accès à la vidéo ou à l'audio, mais vous avez accès au clavardage. Il y a également des sous-titres qui sont disponibles pour vous. On vous engage à communiquer avec notre équipe, mon collègue Louis qui est présent aujourd'hui pour être au soutien technique et à partager également du contenu dans la salle de clavardage. On vous encourage à l'utiliser, puis on vous encourage à garder cet espace sécuritaire. Donc, c'est important pour moi de faire un contexte historique avant de débuter la session parce que c'est important de réfléchir à notre passé parce que c'est celui qui construit notre présent puis qui peut nous guider pour l'avenir. Donc, les histoires du passé ont vraiment un impact sur l'emploi LGBTQ2+. Puis ces histoires-là sont diverses et intersectionnelles. Donc, il y a énormément de chronologies qui présentent des moments historiques de nos communautés. Mais ça manque souvent de contextes sociopolitiques qui ont nécessairement, et je dirais en grande majorité du temps, influencé les réalisations ou la complexité des défis au cours de l'histoire. Donc, la chronologie que l'on présente aujourd'hui n'est clairement pas complète ni exhaustive, mais elle présente certains des moments poignants de notre histoire au Québec, ainsi que de certaines histoires coloniales croisées qui continuent de créer des barrières encore aujourd'hui et des obstacles pour les employés et les personnes en recherche d'emploi LGBTQ2+, en particulier pour les personnes autochtones, noires et de couleur. Donc, en entrant dans le sujet de l'histoire de nos communautés, vous allez voir, on a commencé par travailler une petite ligne du temps. On a 2 lignes du temps à travers la présentation. Donc, voici la première qui débute au début des temps et qui s'arrête aux années 1900. Donc, c'est quand même un survol assez large, mais ça met quand même le contexte social et politique à ce moment-là. Dans une perspective plus axée sur nos communautés LGBTQ2+, c'est important pour nous de parler des nations autochtones qui ont une grande diversité d'identité de genre, d'expression de genre et d'orientation sexuelle et qui ont également une terminologie qui est propre à chaque nation et qui est vraiment unique au niveau des genres divers et de l'identité bispirituelle. On a également quelques dates importantes au niveau, on voit ici en 1648, première affaire pénale d'homosexualité enregistrée dans les années 1600 et on a un peu plus loin dans la ligne du temps 1800-1900 certains dossiers que je vais traiter un peu plus loin, donc les mouches fantastiques et la purge LGBT qui est également notre étude de cas aujourd'hui. Donc, vous aurez accès à la présentation aussi après cette session, donc à ce PowerPoint-là sans problème. Donc, important pour nous de commencer avec les peuples autochtones et la bispiritualité. Donc, qu'est-ce que la bispiritualité? On en entend souvent parler. C'est le 2S dans l'acronyme qui est utilisé par certaines personnes autochtones pour décrire leur identité sexuelle, spirituelle et ou de genre. C'est l'activiste Mira Laramé qui a développé le terme anglais en 1990 pour désigner la communauté LGBTQ autochtone. Aujourd'hui, le concept de bispiritualité permet aux personnes bispirituelles de renouer avec les traditions liées à l'identité spirituelle et de genre, aussi à l'orientation sexuelle et au rôle conventionnel. Être bispirituel, c'est une identité qui est très fluide et vraiment chaque nation et chaque individuel autochtone a sa propre compréhension de ce que signifie vivre et être bispirituel. C'est sans dire que l'introduction des pensionnats autochtones par le gouvernement du Canada et l'Église catholique à partir des années 1870 a introduit les rôles de genre plus rigides et l'hétéronormativité dans les communautés autochtones.
Un élément important qui est important de souligner, c'est que l'identité bispirituelle est vraiment spécifique à la personne autochtone. Donc, on voit ici dans la présentation une œuvre d'Adrian Stimson, d'une œuvre de 2005, d'une exposition du SIAC, le SIAC qui est le Centre international d'art contemporain de Montréal. Cette œuvre qui représente un chaman fait partie d'une exposition plus large qui s'appelle les bispirituels chez les peuples autochtones et cette exposition est toujours disponible en ligne. Pour les personnes qui me connaissent plus personnellement savent que je suis une passionnée de l'imprimé. Donc, à travers nos recherches, j'ai été super heureuse de tomber sur l'histoire des mouches fantastiques. Donc, les mouches fantastiques, c'est un magazine underground canadien publié entre 1918 et 1920. Basé à Montréal, il s'agit de la première publication connue sur le thème LGBT dans l'histoire du Canada et de l'Amérique du Nord. Le magazine a été largement diffusé au-delà de Montréal, tant dans les réseaux LGBT que dans la communauté plus clandestine de journalistes amateurs. Et c'est 2 personnes qui ont créé cette publication-là. Elle s'est terminée après 5 numéros parce que les 2 personnes fondatrices, une des personnes ici, donc sur la photo, Elsa Gildo, les personnes ont déménagé de Montréal à New York et ça a mis fin en fait à la publication. C'est quand même super rare. Il y a quelques éditions qui existent à l'Université de la Floride du Sud, par exemple, et à l'Université de l'Iowa. Et en faisant les recherches, j'ai découvert qu'il y avait une réimpression du dernier numéro qui était aux Archives gays du Québec. Donc, c'est certainement une visite que je vais faire bientôt afin de voir cette épreuve de cette dernière publication des mouches fantastiques. Entre les années 1950 et milieu des années 90, les membres LGBT des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la fonction publique fédérale ont systématiquement fait l'objet de discrimination et de harcèlement. Nombre d'entre eux ont été renvoyés conformément à une politique du moment et à une pratique sanctionnée. Donc, c'est ce qu'on vient appeler la purge LGBT. Donc, c'est des personnes qui ont été surveillées, soumises à des interrogatoires, maltraitées et traumatisées. C'était vraiment une période qui fait partie de notre histoire. On en a entendu quand même parler dans les dernières années à cause du recours collectif et des excuses de Justin Trudeau. Ça sera discuté plus en détail dans l'étude de cas plus tard. Mais pour les personnes qui ne seraient pas familières avec l'histoire de la purge, il y a un très bon film qui s'appelle The Fruit Machine, vraiment bien fait. C'est un documentaire fait par la cinéaste Sarah Foley, qui est une cinéaste lesbienne canadienne. Le film est sorti en 2018, donc ça dresse vraiment le portrait de cette machine à fruits, qui est un appareil controversé qui a été utilisé par le gouvernement durant la purge. Ça tentait d'identifier les employés LGBT et ensuite de les effacer systématiquement de la fonction publique. Le film est vraiment touchant. On a beaucoup d'histoires et de témoignages de survivants, survivantes de cette période. Donc, film à voir. Et en fait, il est disponible sur le web, sur TiVo. Donc, ça aussi, ce serait quelque chose que je pourrais partager par la suite. Donc ici, on a une deuxième ligne du temps historique un peu plus récente, là, des années 1960 aux années 2000. Je vais vous laisser la regarder pendant un petit moment, le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, on a ici plusieurs dates. C'est certain qu'on ne peut pas passer à côté de 1969. On en parlera un peu plus loin de la décriminalisation de l'homosexualité. On a en 1973 la création de la clinique métropolitaine GRS. C'est une des premières cliniques de réaffirmation de genre et c'est une clinique qui est encore vraiment présente dans la communauté ici à Montréal. Donc, création en 1973, c'était une des premières cliniques au Canada. Ensuite, on a le nettoyage des Jeux olympiques de Montréal en 1975. On a les descentes dans les bars dont je vais traiter un petit peu plus loin. On a 1979, la première marche de la fierté à Montréal. Et on peut voir que dans les années 2000, il y a énormément d'avancées juridiques au Québec. Donc, c'est aussi certains événements dont je vais traiter un peu plus loin.
Donc, comme discuté précédemment, la décriminalisation de l'homosexualité, donc le Bill Omnibus, c'est une modification du Code criminel en 1969 qui marque réellement un tournant et qui met un terme à plus de 100 ans d'interdiction et de condamnation sévère. On peut voir aussi ici sur la photo Pierre-Éliott Trudeau, ancien premier ministre du Canada, qui est une certaine citation assez connue. Nous n'autorisons pas l'homosexualité, mais disons simplement que nous n'allons pas punir. Nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe entre adultes majeurs consentants en privé. Nous sortons l'idée du péché du code criminel. Donc, ici, une archive de Radio-Canada. On se rappelle qu'à l'époque, les relations sexuelles entre personnes de même sexe étaient passibles de peine de prison. Donc, cette décriminalisation est une date marquante de l'histoire du Québec et du Canada. Aussi, dans le paysage de notre histoire, il y a plusieurs descentes de bars à Montréal qui ont été des points tournants pour ce qui a amené à certaines batailles juridiques. Donc, ici, le 22 octobre 1977, la police a organisé une descente au bar de rencontre gay le Trucks et au Mystique, donc 2 adresses de la rue Stanley à Montréal. Le lendemain, c'est plus de 200 personnes, 2000 personnes, hommes gays et alliés qui ont manifesté contre le harcèlement policier. L'indignation du public à ce moment-là force l'Assemblée nationale du Québec à modifier la Charte des droits et libertés pour interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Donc, c'est un vote qui a lieu le 15 décembre 1977 et qui est vraiment historique. Le Canada devient ainsi la première province du Canada à bannir la discrimination en raison de l'orientation sexuelle. On peut ici voir une photo d'archives autorisées des Archives gays du Québec. Il y a un super article sur la page de Tourisme Montréal, donc il y a beaucoup de photos qui viennent de cet article-là. On peut voir ici les manifestations en faveur du retrait des accusations contre les arrêtés du Trucks. Donc, on peut voir des images que l'on ne voit pas vraiment souvent non plus. Pour les personnes que ça intéresse, là, les Archives gays du Québec ont énormément de matériel et qui sont publics, donc ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Donc, 1977, comme on disait, l'orientation sexuelle devient un motif interdit de discrimination. Donc, la Charte des droits et libertés de la personne entre en vigueur en 1976 et après les manifestations et la pression mise en 1977, il y a alors le changement. Au fédéral, c'est près de 20 ans plus tard, donc en 1995, que la Cour suprême du Canada reconnaît que l'orientation sexuelle est un motif de discrimination interdit en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La loi canadienne sur les droits de la personne est aussi modifiée en 1996 pour inclure l'orientation sexuelle. Première marche de la fierté à Montréal, ça, je savais que ça datait des années 70, mais je ne connaissais pas exactement l'histoire. Donc, à travers ma recherche, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est le célèbre militant gay montréalais John Banks, qui était à l'époque secrétaire personnel de Marlene Dietrich pendant de nombreuses années, qui forme la Brigade Rose. Donc, c'est vraiment cette brigade-là qui organise le premier défilé, donc la première marche de la fierté à Montréal, qui attire 52 participants en juin 1979. On peut voir ici une photo, encore une fois, de Danny Charland, de cette journée en 1979. Le drapeau arc-en-ciel, à l'époque créé par Gilbert Baker en Californie, pour le Gay Freedom Parade de San Francisco en 1978, n'était pas encore vraiment un symbole communautaire fort. Donc, Banks, à l'époque, coud ensemble 2 draps, les teints en rose et les coupes en triangle. C'est en compagnie de la drag queen montréalaise La Monroe. Ça aussi, j'ai vu beaucoup ça dans mes recherches, qu'il agite ce drapeau en tête de cortège. Donc, vraiment intéressant de voir aussi ces archives là, de cette première marche. La descente au Sex Garage, autre événement marquant de nos communautés. Ici, on voit une photographie de Linda Dawn Hammond. Linda Dawn Hammond était présente ce soir-là, a pris plusieurs clichés de cet événement-ci. En 2015, Linda Dawn Hammond a été invitée comme invitée d'honneur à Fierté Montréal pour l'honorer et honorer son travail de l'époque. Elle a même eu une exposition à travers cette édition de Fierté Montréal. Donc, c'est encore disponible en ligne si vous voulez consulter ces images historiques. Donc, la descente au Sex Garage, c'est une nuit dans les années 90, à l'été 90.
des centaines de personnes montréalaises ont vraiment affronté la police lors d'une descente à une soirée sexe garage. Ces événements-là de la nuit du 15 au 16 juillet vont vraiment être connus comme un point tournant de notre histoire de la communauté montréalaise. Donc, encore un sujet vraiment à découvrir pour les personnes qui ne connaissaient pas, puis sinon, de juste se renseigner, de voir toutes ces images là, qui sont disponibles pour nous pour consultation. Donc, impossible de passer à côté de deux grands piliers de nos fiertés ici à Montréal, au Québec. Donc, Fierté Montréal et diversité. Fierté Montréal, c'est un festival annuel LGBTQ2+, à Montréal qui a lieu au mois d'août. L'événement a été fondé en 2017 à l'initiative des communautés, ainsi que après le précédent festival queer de la ville, Diversité, qui avait été créé en 1993. Le Festival Diversité a mis fin à ses activités après une dernière édition qui a eu lieu dans le Vieux-Port de Montréal. On peut voir ici deux images. Donc, celle en bas à droite, c'est la dernière affiche la dernière édition de Diversité, donc cette fête gay de Montréal qui avait lieu dans le Vieux-Port. Et un peu plus haut, une photo de Fierté Montréal, une des dernières éditions en présentiel, cette fois-ci au Parc Émilie-Gamelin. C'est important de mentionner que Fierté Montréal est quand même à ce jour la plus grande célébration de la fierté francophone dans le monde. Donc ici, deux festivals qui ont quand même existé ensemble. Des bons souvenirs pour ma part. Diversité, ça a été aussi une super expérience avec beaucoup de musique émergente. Donc, deux grands événements forts de notre culture ici à Montréal. Donc, en 2002, le Québec crée l'union civile et ouvre l'adoption. Les personnes de même sexe peuvent désormais s'unir sous le régime de l'union civile qui permet de bénéficier de droits similaires à ceux des couples mariés. Donc, l'adoption est également ouverte à toute personne mariée, unie civilement, conjoint de fait ou célibataire, quelle que soit son orientation sexuelle. Donc, ici, des dates marquantes, des avancements juridiques. 2005, mariage est ouvert aux personnes de même sexe. Donc, le Canada devient le 4e pays au monde à permettre le mariage entre personnes de même sexe après les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne, donc l'Europe qui était vraiment un précurseur à ce niveau-là. En photo, on voit une photo tirée d'un article de Radio-Canada qui traite du mariage, de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. 2015, le changement de sexe à l'état civil est simplifié. Donc, au Québec, toute personne dont l'identité de genre ne correspond pas à la mention de sexe figurant sur son acte de naissance peut changer la mention sans avoir recours à la chirurgie ni à un autre traitement médical. C'est également possible de changer de prénom. 2016-2017, les personnes trans sont mieux protégées. Donc, en 2016, l'identité et l'expression de genre sont ajoutées au motif interdit de discrimination dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. En 2017, la même modification est apportée à la loi canadienne sur les droits de la personne. Le Code criminel est modifié la même année pour protéger les personnes trans contre la propagande haineuse, l'encouragement au génocide et l'incitation publique à la haine. Donc, moment important en 2016-2017. Et tout récemment, une victoire judiciaire importante pour les personnes trans et non-binaires. Il y a quelques semaines, on a eu la chance de recevoir sur un de nos panels, à Fierté au Travail Canada, Dalia Turki, qui a fait partie de cette cause cette année, qui est venue nous en parler. Ça a été vraiment un grand gain. Donc, la Cour supérieure du Québec a invalidé en janvier dernier plusieurs articles du Code civil du Québec qui étaient jugés discriminatoires envers les personnes trans ou non-binaires. Donc, dans une décision qui était très attendue, on parle de 7 ans. Ça faisait 7 ans que le dossier cheminait. Le juge Gregory Moore a donné aux plaignants, entre autres le Centre de lutte contre l'oppression des genres, une victoire quasi complète. Donc, ce jugement-là va faciliter notamment le processus par lequel les personnes trans, donc les personnes dont l'identité de genre diffère du sexe assigné à la naissance, ces personnes pourront changer leur identité dans les documents de l'état civil. Entre autres, ça fera aussi en sorte que les personnes non-binaires, donc les personnes qui ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes, vont devenir visibles aux yeux de l'état civil. Donc, vraiment des batailles gagnées qui vont inspirer certainement d'autres à venir. Donc, lorsqu'on a reçu Dalia Turki, c'était vraiment
assez puissant là, de voir toute la fierté là, à travers cette victoire-là. Donc, c'est ce qui nous amène à cette étude de cas. Donc, on trouvait intéressant, en lien avec la purge LGBT, qui a touché à cette bataille juridique aussi pour avoir les excuses et le recours collectif. Donc, à cette période plus sombre qui a mené à un débat et à une quête juridique. Et après ça, il y a le après. Donc, c'est ce qu'on trouve intéressant d'étudier pour la suite de cette session. Donc, en 2016, les survivants de la purge ont lancé un recours collectif contre le gouvernement, sont parvenus à un règlement de 145 millions de dollars en 2018 et des excuses de Justin Trudeau. Après ça, il y a un fonds qui a été créé, donc le fonds Purge LGBT, avec les sous qui ont été gagnés. Et ce fonds-là a un mandat d'évaluation, mais aussi un devoir de mémoire. Donc, il va y avoir la création de monuments, il va y avoir des subventions de certains projets pour faire vivre l'histoire de la purge, pour que les gens soient au courant. Et il y a également eu un rapport, dans le fond, une évaluation et un rapport qui a été créé. Donc, le document au lendemain de la purge, état des lieux et recommandations en matière d'inclusion des personnes LGBTQI2S au fédéral, a été rédigé pour le Fonds Purge LGBT afin de soutenir le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à favoriser un milieu de travail plus diversifié, équitable et inclusif pour les personnes LGBTQI2S. Donc, ce rapport-là, nous, on l'a consulté et on voulait mettre de l'avant certaines recommandations afin de pouvoir justement être conscient du travail qui est à faire. Et ce rapport-là a été fait par la Fondation Émergence et par EGAL. Donc, ce rapport marque la conclusion de la période de consultation, aussi bien pour la formation que pour l'inclusion sur le lieu de travail. Donc, cette évaluation-là, ces recommandations-là sont à l'intention de 3 entités fédérales visées par une consultation sur la formation et l'inclusion, donc les Forces armées canadiennes, l'École de la fonction publique du Canada et la Gendarmerie royale du Canada. Ce rapport a été également inclus l'analyse de 6 ministères et organismes de la fonction publique qui ont été invités à participer par le secrétariat LGBTQ2+, du Canada et le Fonds Purge LGBT. Donc, on a ici l'Agence de revenus du Canada, le ministère de la Défense nationale, Emploi et Développement social Canada, Affaires mondiales Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, pour nous, l'important, c'était de regarder ces recommandations-là parce que la plupart s'appliquent à l'inclusion en milieu de travail et que ce soit des organisations, des entreprises ou que ce soit pour la fonction publique. Donc, on a fait un petit résumé de ça. Vous allez voir, c'est beaucoup de contenu. Il y a des places que ça se répète un peu, mais je pense que c'est important justement de bien comprendre les aspects, même s'ils sont répétés. C'est vraiment des aspects qui sont vraiment primordiaux. Puis je pense que c'est important de justement continuer comme on peut dire, à taper sur le clou là, pour arriver à vraiment faire changer les choses. Donc, les résultats de l'évaluation ont permis de formuler des recommandations à l'ensemble du gouvernement et à chaque entité. Mais nous, on va vraiment faire un survol. Ça va être en 3 parties. Il va y avoir les forces, il va y avoir les choses à améliorer et les recommandations. Donc, justement, je vais prendre une autre gorgée. Donc, au niveau des forces de ce qui a été relevé dans le rapport, c'est super intéressant parce que c'est souvent le même genre de force qu'on voit aussi en entreprise et au niveau des organisations. Donc, les groupes de ressources des employés, donc les GRE, je vais en parler souvent, et il y a plusieurs entreprises qui sont ici présentes aujourd'hui qui ont des groupes de ressources employés, constituent la principale force des entités participantes. Donc, ce sont ces groupes de ressources-là qui entreprennent, qui promouvoient et qui visent à améliorer les expériences des employés LGBTQI2S sur les lieux de travail, puis qui servent souvent de vecteurs pour exprimer les préoccupations des membres. Donc, c'est vraiment ces personnes qui sont comme ces représentants-là. Donc, les grandes forces restent autour des groupes ressources employés. Il y a également la formation Espace positif. Là. Ça, c'est assez unique à cet exemple ici de la purge LGBT, mais il y a d'autres formations dans d'autres organisations. Ces formations-là constituent le moyen principal là, pour sensibiliser les employés aux questions et préoccupations des personnes LGBTQI2S.
Plusieurs entités ont fait état du succès de cette formation et plusieurs ont développé un espèce de programme, comme on a aussi chez Fierté au travail, un programme d'ambassadeurs-ambassadrices à même les formations. Donc, ces personnes-là peuvent ensuite devenir des porte-étendards dans leurs différents départements. Donc, ici, deux forces. Plusieurs des entités participantes ont désigné aussi des championnes au niveau de la direction pour assurer la liaison et transmettre des considérations et des préoccupations de nos communautés aux décisionnaires de haut niveau. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent en entreprise ou au niveau des organisations, d'avoir ces personnes-là qui sont des décisionnaires, qui sont au leadership. C'est ce qu'on encourage aussi beaucoup chez Fierté au travail Canada, d'avoir ces personnes qui deviennent des modèles, qui deviennent des porteurs de la cause, qui sont au niveau décisionnel. Il y a aussi une poignée d'entités participantes qui ont déployé des efforts vraiment considérables pour soutenir les employés en transition et pour adopter des politiques positives en matière d'accès aux installations. Beaucoup ont élaboré aussi un guide officiel pour soutenir les transitions sur le lieu de travail. Donc, on a aussi nous-mêmes un guide de transition au travail chez Fierté au travail. Donc, tout ça, c'est des outils qui deviennent des forces, qui restent des forces pour les entreprises. Donc, ici, très important de soutenir les employés en transition. Dans les trucs à améliorer, donc, il y a quelques points que l'on note dans le rapport. Toutes les entités fédérales participantes semblent manquer d'une stratégie claire et spécifique en matière d'équité, diversité et inclusion ou d'objectifs explicites pour soutenir les personnes de nos communautés dans le service fédéral. Donc, ça aussi, ça s'applique aux entreprises ou aux organisations. Un exemple dont on parlait il y a quelques semaines dans un autre webinaire, juste la manière dont les organisations s'impliquent durant la fierté, ça prend des objectifs, ça prend une stratégie. Si les efforts sont mis d'une manière seulement de départ et sans avoir une vision à long terme, bien, c'est certain que la plupart des gens peuvent avoir une opinion sur le fait que c'est seulement passager ou que c'est pas vraiment implanté. Donc, vraiment, la stratégie claire est vraiment importante. Puis bien que certaines entités participantes ont adopté des mesures officielles pour élaborer des dispositions et communiquer sur les installations positives et inclusives destinées aux personnes trans, comme les vestiaires et les toilettes non genrées, des lacunes importantes subsistent dans l'ensemble du milieu de travail fédéral. Donc, encore une fois, c'est une idée de, oui, il y a certaines actions qui peuvent être faites au départ, mais il faut avoir le travail qui continue. Il y a certains points qui sont vraiment intéressants de démarrer. Il y a des premières actions concrètes, mais encore une fois, il ne suffit pas de faire des trucs de départ, mais vraiment de regarder vers l'avenir et d'avoir un plan concret. Donc, à améliorer, encore quelques points. Donc, les groupes ressources employés ne disposent pas de ressources de soutien, bien que le gouvernement les considère comme un moteur essentiel de l'inclusion et du changement de culture positif. Par conséquent, les efforts des groupes ressources employés sont souvent effectués sur le temps personnel des personnes, des dirigeantes bénévoles avec des ressources personnelles. Ça, on le voit beaucoup en entreprise également. La charge de travail est vraiment mise sur des personnes qui sont bénévoles dans les groupes ressources employés. On peut souvent voir de l'épuisement. Il y a un peu moins de rétention. Les gens ne restent pas longtemps parce que c'est en plus de leur travail de tous les jours. Donc, les choses à améliorer seraient d'offrir plus de ressources. On va le voir dans les recommandations un peu plus loin. Dans l'ensemble, il y a un besoin d'une façon plus systématique d'aborder la consultation auprès d'experts et expertes en la matière et d'employés LGBTQI2S, en particulier pour la conception et la mise en œuvre de la formation. Donc, encore là, vous avez la chance d'être partenaire de Fierté au travail. Donc, la consultation auprès d'experts en la matière, c'est déjà en marche. Mais il y a quand même le besoin de consulter oui, auprès des employés, mais pas non plus, encore une fois, leur mettre la charge sur ces employés-là qui s'impliquent déjà bénévolement. Ensuite, il y a très peu de mesures d'intégration qui donnent un aperçu des ressources et du soutien fournis pour l'équité, diversité et inclusion des personnes de nos communautés. Très peu d'efforts sont déployés pour accroître la représentation des personnes ou de réduire les préjugés dans le recrutement et les processus connexes.
Donc, pour ce qui est des recommandations du rapport, elles sont classées en 3 catégories. Donc, je vais les expliquer, ça sera pas bien. Donc, il y a les recommandations transversales qui sont au cœur de tous les efforts d'inclusion. Ça représente les bases, puis c'est vraiment conditionnel au succès des autres recommandations ensuite. Il y a les recommandations d'amélioration qui reposent sur les structures et initiatives existantes, sur les principes des recommandations transversales. Puis, il y a les recommandations de renforcement qui consolident, optimisent et cultivent le travail entrepris dans les 2 premières catégories. Donc, on va commencer par les recommandations transversales. Donc, dans les recommandations, je vais les passer une après l'autre. Il y en a que je vais commenter, il y en a que je ne vais pas commenter pour petit enjeu de temps ici. Donc, mettre en place un système de consultation formelle avec les employés et les réseaux LGBTQI2S, les experts externes en la matière ou les autres parties prenantes lors du développement et de la révision de toutes les politiques, procédures et pratiques organisationnelles. Donc, encore une fois, on parle de collaboration, de contribution entre les réseaux et aussi avec les employés. On parle de publier des objectifs explicites concernant l'inclusion des personnes LGBTQI2S dans la stratégie d'équité, diversité et inclusion ou dans un document stratégique dédié, ainsi qu'un suivi clair des progrès et des mesures d'évaluation. Donc, ça, c'est vraiment, je vous dirais, le wish list, excusez mon anglais, c'est vraiment d'avoir un document de stratégie, puis d'avoir un suivi et d'être capable de quantifier et de mesurer lors d'une évaluation si les objectifs ont été atteints. 3, appliquer une perspective intersectionnelle lors de l'élaboration et de l'examen des initiatives d'équité, diversité et inclusion, notamment la prise en compte spécifique des implications possibles pour toutes les identités de nos communautés. Donc, encore une fois, quand on parlait de perspective intersectionnelle, on l'a vu dans l'histoire de nos communautés, c'est important de bien comprendre tous les enjeux, d'être au courant et de les appliquer au niveau de l'examen des initiatives, puis des implications qui seront ensuite possibles avec toutes les identités de nos communautés. Ensuite, s'éloigner d'une approche universaliste des initiatives d'équité, diversité et inclusion et de non-discrimination afin d'identifier explicitement les groupes marginalisés visés et d'articuler des actions spécifiques permettant de répondre aux besoins de ces groupes. Donc, encore une fois, c'est de ne pas voir l'acronyme comme un parapluie, de ne pas essayer de s'adresser à tout le monde en même temps, mais de créer des actions spécifiques pour chacun des groupes. Par exemple, moi, en tant que femme lesbienne, il y a certaines approches que je trouve beaucoup trop larges qui ne me parlent pas vraiment. Donc, c'est justement de collaborer et de consulter des personnes qui sont impliquées dans différents groupes marginalisés, puis de vraiment les écouter, puis de voir comment on peut changer les choses en ayant des actions vraiment plus spécifiques. Fournir aux groupes ressources employées aux initiatives équité, diversité et inclusion connexes des ressources durables qui permettent de contribuer à la réussite, notamment un budget, un soutien à la gouvernance ou des aménagements de temps de travail dédiés. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut également encourager chez Fierté au Travail Canada. C'est, oui, les groupes ressources employées et les initiatives ont besoin de ressources, ont besoin d'avoir une structure pour ne pas, encore une fois, mettre tout le poids sur le groupe lui-même à s'auto-définir. Donc, il y a vraiment une manière de, oui, donner beaucoup d'importance à ces groupes ressources employées-là, mais leur donner les moyens de leurs ambitions. Ensuite, développer des mécanismes au sein des réseaux de la fierté et des groupes ressources employées pour assurer que toute la gamme des identités LGBTQI2S est représentée au sein des structures de gouvernance. Donc, encore une fois, ne pas regarder l'acronyme comme un parapluie, mais vraiment essayer d'aller cibler des groupes marginalisés, viser et créer des actions spécifiques. Donc, dans les recommandations d'amélioration, on a à mettre en place des dispositions dans le cadre de l'intégration de nouveaux membres afin de les familiariser avec les identités LGBTQI2S, les ressources disponibles et les attentes en matière de participation aux efforts d'inclusion. C'est aussi important je dirais, l'intégration on veut s'adresser aux communautés LGBTQ2+, mais on veut également faire un travail de démocratisation de nos communautés avec tous nos employés. Donc, il faut mettre les ressources disponibles et il faut être capable d'avoir un bon axe de communication à ce niveau-là.
8, réviser tous les documents et politiques officiels pour y inclure les considérations LGBTQI2S. Donc, encore une fois, pas seulement les documents qui sont liés à l'équité et à l'inclusion. On veut revoir tous les documents, que ce soit les offres d'emploi, les communications internes, les communications externes, donc être capable de travailler tout le monde ensemble. Donc, ça revient au numéro 9, étendre les plateformes de communication et de collaboration entre les groupes ressources employés, les réseaux que vous créez, autres comme ici Espace Positif, et les autres membres du personnel chargé de l'équité, diversité et inclusion, pour que les ressources puissent être facilement partagées entre les sites et les entités. Donc ici, c'est plus précis au niveau de la fonction publique, mais à travers les organisations, de travailler avec que ces ressources-là qui sont créées puissent voyager à travers les institutions. Puis 10, mettre en œuvre des stratégies de communication solides afin de familiariser l'ensemble du personnel aux politiques et initiatives dans l'inclusion des personnes LGBTQI2S sur le lieu de travail. Rendre obligatoire ou encourager la participation aux initiatives d'équité, diversité, inclusion et de formation. LGBTQI2S dans le cadre de la gestion des performances ou du développement du leadership pour l'ensemble du personnel. Donc, justement, on vise à ce que les gens gravissent les échelons. On veut encourager la participation aux initiatives d'équité, diversité et inclusion. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit présente dans tous les paliers. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage. Adapter les solutions d'apprentissage LGBTQI2S et d'équité, diversité et inclusion selon les besoins des différents postes de travail. Intégrer dans les solutions d'apprentissage un renforcement des compétences sur la manière de réduire activement les biais à l'égard des personnes de nos communautés. On est conscient que les biais existent encore beaucoup et c'est vraiment grâce à cette démocratisation puis cette communication-là des outils qui sont créés à l'interne qu'on peut venir aider à enlever ou réduire au maximum les biais à l'égard des personnes de nos communautés. Revoir la procédure de plainte et de grief en intégrant la possibilité de déposer des plaintes de façon totalement anonyme, en recueillant des données pour vérifier si le traitement a été complet au niveau des plaintes. Ensuite, bien entendu, mettre à disposition des installations non genrées dans l'ensemble des sites du gouvernement, notamment des cabines individuelles non genrées. Partout où c'est possible, une répartition cohérente des toilettes neutres. Donc, c'est quelque chose qu'on encourage également en entreprise et au niveau des institutions. Donc, c'est quelque chose qui, dans les recommandations d'amélioration pour les sites du gouvernement, on voit que c'est une recommandation très claire. Ensuite, rationaliser le processus de mise à jour des informations relatives aux employés en transition en veillant à ce que la charge de travail soit principalement assumée par les ressources humaines. Donc, pas mettre la ressource sur l'employé en transition ou sur le groupe ressources employées. C'est vraiment quelque chose qui doit être pris en charge par les ressources humaines. Ensuite, adopter des stratégies de recrutement et de rétention qui cherchent explicitement à atténuer les biais anti-LGBTQI2S et à favoriser une représentation plus diversifiée des personnes de nos communautés à tous les niveaux de la fonction publique. Donc, encore une fois, c'est, oui, de travailler avec l'acronyme, mais c'est aussi de s'intéresser à cibler un peu plus pour s'assurer d'être capable de parler à toutes les personnes de nos communautés. Je pense que c'est vraiment important de faire ce devoir de réflexion-là, puis d'adopter des stratégies de recrutement qui permettent d'aller parler à toutes les lettres de notre acronyme. Ensuite, dans les recommandations de renforcement, donc c'est rendre obligatoire l'utilisation de structures linguistiques inclusives dans la rédaction et la traduction des documents en français, en veillant à ce que ceux-ci soient facilement accessibles à tous les employés. Donc, on a fait plusieurs webinaires à ce sujet-là, dont avec Interligne, l'organisme de ligne d'écoute LGBTQI2+. Donc, important de voir à cette nouvelle, il y a tellement de nouveaux termes dans l'écriture inclusive. Il y a également le Club Sexu, qui est un autre groupement au Québec, un OBNL, qui a créé un guide d'écriture inclusive. Il y a aussi un webinaire à venir sous peu. Donc, nous, on en a créé plusieurs. Il y en a beaucoup aussi dans la communauté, dans le monde communautaire ici à Montréal, au Québec. Donc, l'utilisation de structures linguistiques inclusives, que ce soit dans vos offres d'emploi,
que ce soit sur vos réseaux sociaux, tout ça fait quand même une grande différence sur la place de l'inclusion à même votre organisation. Puis, fournir une formation et des ressources à toute personne impliquée dans les procédures de plainte et de grief afin de s'assurer que les expériences des personnes LGBTQI2S sont pleinement prises en compte. Donc, ici, point aussi très pertinent. Encore une fois, dans les recommandations de renforcement, identifier et communiquer clairement les conséquences du non-respect des politiques antidiscriminatoires et anti-harcèlement pour les auteurs d'actes répréhensibles, en veillant à ce que les facteurs aggravants tels que les incidents répétés soient pris en compte. Revoir les politiques d'avantages sociaux et les conventions collectives en consultation avec les employés LGBTQI2S ou aussi avec des experts en la matière, justement pour ne pas encore mettre la tâche et le poids sur les employés, afin de s'assurer que ça reflète leur réalité, notamment en ce qui concerne les structures familiales et les besoins en matière de santé. Donc, en conclusion, je peux vous confirmer que cette étude, ce rapport a environ 300 pages, lesquelles j'ai lues. Donc, au lendemain de la purge, c'est un document qui est quand même vraiment intéressant, qui est disponible sur le site du Fonds Purge LGBT. Plusieurs recommandations peuvent vraiment s'appliquer à diverses organisations, que ce soit dans les milieux publics ou privés. C'est aussi intéressant de voir comment le processus a eu lieu. Des efforts restent vraiment à faire pour transformer les intentions positives en vraies solutions pratiques et structurelles qui vont favoriser un changement de culture durable et qui encouragent un lieu de travail inclusif pour toutes les personnes LGBTQI2S. Donc, encore beaucoup de travail à faire, mais il y a énormément de bonnes pistes et de bonnes recommandations à travers ce document. Donc, ici, ressources pour terminer cette session. Donc, chez Fierté au travail, on a premièrement nos événements, dont des webinaires comme aujourd'hui, des tables rondes, des événements de réseautage. On a aussi des guides de ressources qui sont disponibles sur notre site web. On a des apprentissages en ligne. On a un cours qui est possible d'être pris en français. Et on a le programme des ambassadeurs et ambassadrices de Fierté au travail. Je vais terminer avec ici une bibliographie. Donc, on peut justement, à travers la présentation, vous aurez le lien pour le rapport du Fonds de la purge LGBT. On a également l'exposition du SIAC. On a plusieurs trucs à propos de tous les sujets dont j'ai traité aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à faire un peu de recherche. Là, il y a vraiment énormément de trucs intéressants. Et si vous avez des questions ou suivis, n'hésitez pas au niveau vous avez ici tous mes contacts, là, courriel, et si vous voulez utiliser certains, on a plusieurs ressources en anglais également, si vous voulez me contacter en lien avec ça. Donc, je ne sais pas si il y avait des questions. Je vais regarder dans les questions-réponses. Donc, Hélène Vallée, est-ce qu'il y a une vision pour élargir le rapport afin de mettre en place des recommandations sur des entreprises canadiennes, des recommandations gouvernementales? C'est une bonne question. En fait, pour l'instant, le rapport est quand même récent. C'est un rapport qui vient juste de sortir. Donc, les recommandations, ultimement, nous, on vient d'utiliser le rapport pour vous en donner. Je ne sais pas s'il y a un plan d'élargir le rapport d'une manière plus large, mais c'est quelque chose qui peut être discuté avec le Fonds de la purge. Mais en grande ligne, c'est quand même des choses qui sont rattachées nous-mêmes aux recommandations qu'on fait avec les employeurs qui nous contactent. Mais je pense que c'est intéressant de voir justement, c'est peut-être au niveau peut-être de l'évaluation qui pourrait être faite au niveau des entreprises. Sinon, un peu plus loin, pour l'écriture inclusive, oui, vous pouvez me contacter par courriel. Il va y avoir aussi les liens qui seront partagés avec vous pour la suite. Mais oui, le Club Sexu, le petit livre qu'ils ont créé est vraiment magnifique en plus. Et c'est quelque chose qui a été publié vraiment récemment. Donc, c'est vraiment les tournures et les nouveaux modèles, ça évolue sans arrêt. Donc, c'est bon de tout le temps se garder à l'affût. Mais ce nouveau guide-là qui vient de sortir là, est vraiment, vraiment pertinent.
Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer sans problème par courriel. Merci pour les bons commentaires. Oui, la recherche a été vraiment intéressante à faire. Il y a tellement de choses dont on aurait voulu traiter aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez toute autre question. Merci beaucoup tout le monde.